et on peut réaliser qu'on peut être très heureux autrement. Et aujourd'hui, on a du mal à réaliser que c'est possible d'être heureux dans un monde différent. Et moi, c'est ça que je... Parce qu'on est des junkies. Parce qu'on est des junkies. C'est vrai que tu l'utilises beaucoup, je vais te laisser aller là-dessus, mais souvent, je me rends compte que c'est parce qu'on regarde le monde d'une certaine manière qu'on a l'impression qu'on va vers une catastrophe et que ça va être horrible. Mais si on change notre regard et que plein de choses disparaissent ou ne sont plus là, finalement, avec un autre regard, on peut être très heureux de manière beaucoup plus simple. Et on le voit par exemple avec des pays qui ont un PIB infiniment plus bas par habitant, mais qui ont un indice de bonheur par habitant bien plus élevé. Est-ce que ça, finalement, c'est pas le message de fond d'espoir, on va dire, d'un regard différent en termes de systémique? C'est un message extrêmement important. Tu as raison, parce qu'au-delà d'expliquer les choses et de proposer les choses, il faut aussi faire passer des messages qui permettent de faire basculer la conception que se font les gens de certaines notions. Voilà. Et parmi ces notions, il y a le fait qu'on peut vivre bien avec moins. Même nous, pas juste les autres. Même nous. Et pour ça, il faudrait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui doivent encore croître, mais d'autres qui doivent être limitées, réduites, voire carrément, idéalement, il faudrait les arrêter. Mais ça ne se produira pas juste en demandant aux hommes politiques de prendre la décision. Ils peuvent éventuellement le faire un coup par-ci, un coup par-là, mais globalement, ça ne va pas se produire. Ça ne pourrait arriver que si on avait une conversation, ça serait une vraie démocratie en action, une conversation publique, une espèce de convention citoyenne, mais pas pour le climat, pour carrément le changement sociétal, quoi, et qui engloberait toute la France, voilà, où on serait tous baignés là-dedans pendant je ne sais combien de mois et d'années, avant enfin de prendre des décisions tous ensemble. Tu vois bien le rêve, mais globalement, l'idée, ce serait effectivement de pouvoir se mettre autour de la table pour dire à quoi on est prêt à renoncer. C'est quoi nos besoins? Il faut partir des besoins. C'est quoi nos finalités? Dans quel but on fait les choses? On a arrêté de se poser cette question, quoi. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de projet politique. Il y a des programmes, mais il n'y a plus de projet. C'est n'importe quoi. Donc on court comme des poulets sans tête, là. On ne sait même pas où on va, dans une course folle qui nous rend dingue, dissonance cognitive, vas-y, antidépresseurs, voilà. Donc c'est complètement débile. Donc il faudrait se reposer les questions. Et là, on pourrait certainement identifier des choses auxquelles on est prêt à organiser des renoncements. Et alors, il y a un truc que j'exprime moi régulièrement maintenant. Je le sais pas, c'est assez récent, mais je me suis rendu compte que finalement, ça marchait assez bien. Pour expliquer que l'idée de renoncement n'a rien à voir avec l'idée de privation. Ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Sauf que dans notre tête, on a l'impression que si on renonce, là, ça va être moins, et que moins, c'est moins bien. Bon, alors, je prends mon propre exemple. Et sans faire, parce que s'il y a des gens qui sont un peu sensibles sur cette question, ne vous affolez pas tout de suite, je ne fais de prosélytisme, pas de prosélytisme pour le véganisme ou quoi que ce soit. Je prends juste mon exemple de végétarien, de ma transition vers le végétarisme, pour expliquer ce que je viens de dire, que le renoncement et la privation, ce sont deux choses différentes. Moi, j'ai jusqu'à l'âge de 36 balais à peu près, mon empreinte écologique, en tout cas l'empreinte écologique, l'empreinte carbone de ma bouffe, je n'ose même pas imaginer. Parce que j'étais un dévoreur de barbac énorme. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup de repas sans de la viande ou du poisson jusqu'à l'âge de 36 ans. Voilà. J'imaginais pas me faire plaisir sans ça. Et donc ensuite, malheureusement pour moi, j'ai commencé à développer des compétences et à me spécialiser et arriver à comprendre un certain nombre de choses. Et puis je lisais également pas mal de rapports et j'ai bien compris que c'était plus super compatible de manger comme un porc, comme ce que je faisais là, des protéines animales, et de prôner ce que j'étais en train de prôner. Donc il fallait que je baisse. Et donc j'ai décidé de baisser. J'ai décidé de diviser par 5 à peu près, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Mais je suis devenu un flexitarien plus, quoi, tu vois. Et la chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est que ma compagne, elle a décidé de passer le pas. Elle a dit non, moi, j'arrête tout, à 100%. Donc, on s'est fait un gros festin, un gros gueuleton. C'était le 31 décembre et le 1er janvier, puisque c'est souvent propice à ce genre de truc, à partir du 1er janvier, c'est fini, plus rien, zéro. Bon, ok. Et pendant les premiers mois, elle a essayé de me convaincre de faire pareil. Et pour l'accompagner, que ça l'aiderait, elle a présenté les choses comme ça, viens, ça m'aidera, etc. Je dis, je compatis, mais ne compte pas sur moi. Voilà, les 20% qui restent, ils restent. Et j'ai pas voulu, et j'ai dit et répété X fois, je n'arrêterai pas la viande, je n'arrêterai pas le poisson. Bon. Mais en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu la chance de voir comment une personne qui arrête de manger ça évolue dans sa façon de manger. Et j'ai compris tout simplement que lorsque tu renonces à la viande, au poisson,
bah, tu continues pas à manger que des garnitures. Bah, ça n'a pas de sens. Mais ouais, tu manges pas pareil la viande en moins. C'est pas. Qu'est-ce que tu bouffes? Bah, des accompagnements. Bah, ça n'a pas de sens. Donc bah, tu réapprends à bouffer. Et tu découvres des mecs que tu connaissais pas, des recettes que tu connaissais pas, etc. Il y a plein de choses, c'est hyper riche. Voilà. Et au final, ben quoi? Bah, tu te refais voilà, tes habitudes. Il y a des choses que tu goûtes, c'est franchement dégueulasse, et puis d'autres, c'est franchement génial. Voilà, et puis tu te refais tes habitudes. Et en Grosse faisant dédicace ça, au tofu quand même. bah, le tofu, moi j'ai jamais aimé ça, donc sauf une marque, un truc spécifique, mais sinon voilà. Et les saucisses véganes, j'entends beaucoup de gens qui disent que les simili carne, les fausses viandes, c'est dégueulasse. Bah, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui sont dégueulasses, il y en a qui sont super bons. Voilà, c'est tout. Chacun ses goûts aussi. Bref, ça n'a pas de sens. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un qui a fait cette transition. Et j'ai réalisé qu'on ne se privait pas, ni en termes de quantité, ni de qualité, ni de plaisir. Donc au bout d'un an, j'ai mis un an, et un an plus tard, jour pour jour, j'ai dit OK, j'ai arrêté, et ça fait 11 ans que je n'ai pas bouffé un morceau de viande ou de poisson. Voilà. Et je n'ai jamais ressenti de privation. Jamais. Tous les végétariens dans la salle applaudissent là. Ouais, d'accord. Mais bon, végétarisme ou pas, on peut ensuite, une fois de plus, c'est juste un exemple. On peut appliquer ça. Voilà, quand on se prive de une chose, quand on renonce, excusez-moi, à une chose, on réapprend, on se réorganise autour. Et au final, c'est pas de la privation, même si c'est un peu difficile à percevoir au début. C'est un message qu'il faut faire passer, ça. Bien sûr, mais c'est vrai que ça touche jusqu'à la sémantique, tu viens de le montrer. Et moi j'aime bien le mot contentement, tu vois, plutôt que renoncement. Se contenter d'un truc, il y a le mot content dedans, c'est cool. Bon, pour certains, il y aura le mot con aussi, hein, on va faire... Mais on va rester sur content.